la grande interview avec vous, Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour. Bonjour Romain Desarmes. Sur CNews et sur Europe 1, vous êtes secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville. Énormément de sujets à voir avec vous, évidemment. On va commencer par la grande marche contre l'antisémitisme de dimanche dernier. Pourquoi commencer par ça? Parce que hier soir, Patrick Boel a dit sur France 5 qu'une semaine après, il n'avait toujours pas compris pourquoi le président de la République n'avait pas participé à cette marche. Est-ce que vous avez compris? Je l'ai entendu, j'ai regardé hier Patrick Bruel. Alors, non, j'entends le rôle du président de la République. Regardez-moi, j'étais là. Voilà, mon rôle, c'était de tenir la banderole. Je l'ai tenue. Je pense que le rôle du président de la République, et il l'a rappelé, et il l'a bien fait, c'était de travailler ardemment à la libération des otages. Je pense que on ne peut pas constamment tout mélanger. Et il serait venu... Ça empêche d'aller marcher contre l'antisémitisme et pour la République? Parce que toutes les marches sont légitimes. Toutes les marches sont légitimes et que si on doit considérer que le président de la République, à chaque fois que nous organisons, et ça a été organisé par la présidente de l'Assemblée nationale et par le président Larcher, président du Sénat, qui accordait une grande partie à cette marche, à cette initiative. La première ministre, le gouvernement qui s'est mobilisé massivement. Moi, je vous disais, je tenais la banderole de l'autre côté et Haïm Korsia de l'autre côté. La réalité, c'est que on ne peut pas toujours tout demander et tout faire et enfin tout instruire avec le président de la République. Le président de la République est le garant de l'unité de la nation. Et le rôle du président de la République, et moi je le réaffirme, je l'avais déjà dit avant, on m'avait déjà questionné. Mais il aurait mis en danger l'unité de la nation? Non, il n'aurait pas mis en danger. Je pense qu'on attend. Non, parce que de toute façon, en participant, on lui aurait reproché exactement le contraire. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, dans cette situation, on lui aurait reproché tout et son contraire. Qui aurait pu lui reprocher quoi que ce soit? Tout, les médias, les uns, les autres. Moi, ce que je pense, et je le dis en tant que membre du gouvernement, mais aussi en tant que citoyenne, ce que les Français aussi attendent du président de la République. Nous avons, et je le rappelle, c'est très important, encore des otages détenus par le groupe terroriste du Hamas. Et je pense que c'est là que le président de la République, tous les jours, sans relâche, travaille à leur libération. Et que la marche contre l'antisémitisme a été, pour moi, c'était important d'y être. Donc on s'est mobilisé, je vous le redis. La première ministre était là. Beaucoup de membres, même une très grande majorité de membres du gouvernement étaient là. Beaucoup de monde, il me semble que les chiffres étaient à peu près 100 000 personnes. J'aurais évidemment, comme beaucoup, aimé qu'on soit les 500 000, 1 million, 10 millions. Mais la réalité, c'est que cette marche est une grande réussite, que ce soit sur le plan de la sécurité ou sur le plan de la mobilisation. Donc, mon rôle, c'était de tenir la banderole. Je l'ai tenue, j'étais là, aux côtés de tous ceux qui ont manifesté contre l'antisémitisme. L'absence du président de la République. Je pense avoir largement répondu. Et c'est ma conviction profonde, le rôle du président de la République est d'être à sa tâche quand nous avons des Français, des concitoyens, nos concitoyens qui sont otages, son rôle est là. L'humoriste controversé Yacine Bellatar a été consulté par l'Élysée pour savoir si Emmanuel Macron devait aller ou non à la marche contre à cette marche. Il aurait déconseillé qu'Emmanuel Macron s'y rende. Est-ce que vous avez été choqué d'apprendre que l'Élysée demandait l'avis d'un humoriste, certes accessoirement condamné pour menace de mort? Écoutez, moi, je ne sais pas les liens ni de Yacine Bellatar avec les conseillers, parce que là, on parle de conseillers. Si on pense, très sincèrement, nous sommes la 6e puissance mondiale. Si on pense que l'un des hommes les plus puissants du monde se fait conseiller par Yacine Bellatar pour savoir s'il doit venir ou pas. Visiblement, son avis compte auprès de certains qui conseillent le président. Oui, alors, auprès de certains qui conseillent le président, mais pas le président directement. Donc les conseillers prennent leur part, le président de la République, on le laisse en dehors de tout ça. Il vous a consulté, vous qui êtes sa secrétaire d'État à la ville? Alors écoutez, et à la citoyenneté. Et à la citoyenneté et à la ville. Moi, de toute façon, c'est de notoriété publique. Je connais depuis longtemps le président de la République. Je donne mon avis quand il me le demande. Et là, il ne me l'a pas demandé, donc je ne l'ai pas donné. Emmanuel Macron a eu peur d'envoyer quel message en marchant pour la République et contre l'antisémitisme? A voulu donner quel message en ne venant pas? Il a eu peur d'envoyer quel message? Non, il n'a pas peur. Le président de la République n'a pas peur. Le président de la République est le garant de la nation. De quoi a-t-il peur? Il a peur pour le sort de nos otages, je le répète. Il a peur de ce qui est en train de se passer au Proche et au Moyen-Orient. Il n'a pas peur d'envoyer tel ou tel message. La réalité, c'est qu'il se pose, et il a raison. Et il a raison, parce que, vous savez, l'antisémitisme n'est que le prélude, le prémisse des autres haines qui arrivent derrière. Et le président de la République, c'est le président de tous les Français. Donc, je pense que préserver, essayer
autant que faire se peut. Il le fait avec beaucoup de force. L'unité de la nation, vous savez, il n'y a pas de Français préféré. Et le président de tous les Français, ça veut dire qu'il aurait, ça aurait pu être mal interprété par une communauté, par exemple. C'est ce que vous suspectez? Non, pas du tout, pas du tout. Ce que je dis, c'est que l'universalisme avec lequel il a tenu, il tient des propos universalistes et il a raison. Et ce sont aussi mes propos. Je l'avais écrit il y a longtemps. J'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Je pense que de commencer à faire des distinctions et des catégories entre Français, c'est le début de notre malheur. Donc moi, ce que je dis, et je le réaffirme, l'antisémitisme n'est que le prélude des autres haines. Et ne pas se leurrer, vous savez, l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, la xénophobie, la haine des personnes LGBT, tout ça n'est qu'une concordance de haine. Là, en l'occurrence, c'était contre l'antisémitisme. Il n'y a pas, voilà, absolument, absolument, parce qu'en ce moment, nos concitoyens de confession juive... À l'exclusion d'aucun autre combat, mais là, en l'occurrence... Absolument, vous savez, on ne règle jamais une injustice avec une autre injustice. Et tous les combats sont légitimes, contre l'islamophobie, contre l'antisémitisme, contre le racisme. Donc la réalité, c'est que nous sommes la République, nous sommes une République. Et ce qui tient la République, c'est que tous les Français soient traités exactement à même échelle, au même niveau, et on appelle ça l'universalisme. Et c'est notre grandeur, c'est la grandeur de notre pays. Le RN a marché contre l'antisémitisme. Il a gagné des galons de respectabilité? Non, moi, vous savez... que tous ceux, alors c'est ma position, que tous ceux qui ont envie de marcher contre l'antisémitisme et pour la République le fassent. Je ne suis pas là pour distribuer les bons, les mauvais points. Vous savez, on me connaît pour mes... Et c'est une bonne chose pour vous qu'il ait été là? Disons que c'est très bien qu'il soit là. C'est très bien que tous les gens, vous savez, moi je fais une distinction entre les électeurs du RN et aussi et le RN. Je l'avais écrit, les électeurs du RN ne sont pas nos ennemis. Que tous ceux qui veulent lutter, marcher contre l'antisémitisme, contre le racisme, je le répète, contre la xénophobie, se sont mobilisés. Et tant mieux. Mais la réalité, c'est que moi, je ne suis pas là pour dire tel parti doit faire ci, tel parti doit faire ça, sans les normaliser, parce que je n'oublie pas mon combat. Ce qui m'a fait m'engager en politique, c'est la lutte contre le Rassemblement national que j'ai battu aux premières élections auxquelles je m'engage. Je les bats. Donc, je fais la distinction, mais ce n'est pas le rôle ni d'un ministre, encore moins le mien, à mon modeste niveau, de dire est-ce qu'ils ont bien fait, est-ce qu'ils n'ont pas bien fait. Beaucoup de gens se sont mobilisés pour faire ce fameux cordon sanitaire avec le Rassemblement national, dont personne n'oublie quand même la genèse, personne n'oublie la transformation. Et quand j'entends Marine Le Pen dire je ne suis pas antisémite, j'irai marcher. Marine Le Pen est antisémite pour vous? Non, puisqu'elle a dit qu'elle l'était pas. Jordan Bardella est antisémite? Jordan Bardella n'a pas tenu des propos dignes en disant que Jean-Marie Le Pen, qui est, vous savez, moi je fais une distinction entre la filiation politique et la filiation filiale, si je puis dire. Mais est-ce que lui l'est ou c'est une formule maladroite? Clair. Quand vous êtes condamné pour antisémitisme, c'est que vous êtes antisémite, c'est que vous avez tenu des propos et que vous êtes antisémite. Jean-Marie Le Pen. Mais Jordan Bardella. C'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Jordan Bardella, je suis pas là pour commenter ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. C'est pas mon job, c'est pas mon travail. Et je pense que les Français ne m'attendent pas là. Sur la difficulté à nommer les choses, je voulais revenir sur un tweet que vous avez publié le 13 novembre. On va le relire ensemble, ça apparaît à l'écran sur CNews et on va le relire pour les auditeurs d'Europe 1. 13 novembre 2015, il y a 8 ans, la France et ce qu'elle représente étaient frappées en plein cœur, une effroyable nuit d'horreur gravée dans nos mémoires. Face à la haine et à l'obscurantisme, nous ne céderons rien, nous resterons debout et unis, fluctuat nec mergitur. Il manque pas un mot? Il manque pas un mot. C'est que toute ma vie, oui, il doit manquer un mot. Pourquoi ne pas nommer l'islamisme? Oh, l'obscurantisme et l'islamisme. Alors j'ai été la première, parce que je trouvais que c'était une formule plus simple, mais l'islamisme, je suis là quand même l'une des premières. Je l'ai écrit, j'ai produit des documentaires pour dénoncer et pour faire la différence. Attention, on fait la différence entre les musulmans et les islamistes et les obscurantistes. D'accord, obscurantiste et islamiste, c'est pareil. Enfin, je vois pas où est-ce qu'on veut m'emmener, mais j'ai été toujours celle qui a dénoncé. Non, il n'y a aucune ambiguïté. Absolument, il n'y a pas d'ambiguïté. Et mes combats, pour ceux qui me connaissent. Toujours dû le dire. Non, c'est toujours. Vous savez quoi? Ça va mieux en le disant. Mais je trouvais que l'obscurantisme, rajouter ça faisait un peu lourd. Donc j'ai choisi d'utiliser cette formule. 1500 actes antisémites en France. Plus de 1500 actes. 1518. 1518, dernier chiffre, fourni d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur sur CNews et Europe 1. Est-ce que vous êtes étonné par ce nombre? Je suis effrayée par ce nombre. Je ne suis pas étonnée. Est-ce que vous soupçonniez que l'antisémitisme était là, tapis en France, j'allais dire prêt à se réveiller, en tout cas prêt à se révéler?
Prêt à se révéler. Alors écoutez, on n'apprend rien. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Je pense que ça ne touche pas que la France. Malheureusement, ça touche l'Europe et regardez, ça touche le monde entier. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, il suffit juste de lire correctement les journaux. Donc, c'est pour ça que, pour moi, dimanche, c'était très important d'être là. Le soutien, vous savez, à la communauté juive, qui vient de regarder ce que Israël vit, les attentats terroristes du Hamas du 7 octobre. Enfin, le monde est en train d'exploser au Proche et au Moyen-Orient. Et la réalité, c'est que c'est pour ça que pour moi, c'est important de dire, faire nation, attention, on est ensemble. Les Français, quelle que soit la confession, quelle que soit l'origine, la croyance ou la non-croyance, on est Français avant tout et on est républicain et la République doit protéger et protège et c'est ce qui fait qu'on fait nation. Moi, vous savez, moi je crois beaucoup aux valeurs de notre... D'où il vient l'antisémitisme Je saurais pas dire exactement d'où il vient parce qu'après, vous saurez, vous m'expliquer ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, précisément, on le sait, c'est la haine, c'est ça. Je l'ai toujours dit, je reprends les propos du président de la République que je fais mien, mais je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, je l'ai écrit, encore une fois. L'antisémitisme n'est que le prélude des autres haines. Je vais vous entendre sur d'autres sujets, évidemment. Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville, sur CNews et sur Europe 1. La mère de Naël, le garçon de 17 ans qui a été tué à la fin du mois de juin et son décès a provoqué des émeutes. Il était au volant d'une voiture, il ne voulait pas s'arrêter et un policier a tiré. La mère de Naël crie à l'injustice après la libération sous contrôle judiciaire du policier qui a atterri sur son fils. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin à la mère de Naël? Non, c'est pas de l'injustice? Non, écoutez, elle, c'est une maman qui a perdu son enfant. Donc on ne commente pas la perte d'un enfant. Quels que soient les faits. Elle doit ressentir une peine immense. Je suis maman. Donc là, c'est plus la ministre qui vous parle. Elle a perdu son fils. Donc elle est comment dire, encore une fois, elle peut dire toute la tristesse, c'est effroyable de perdre un enfant. En revanche, je ne commande jamais une décision de justice. Moi, je crois profondément déjà, à la présomption d'innocence, 2, au travail de notre justice, 3, ce n'est pas le rôle ni d'un membre du gouvernement, ni d'un parlementaire de commenter une décision de justice. Je ne l'ai pas commenté quand il a été incarcéré, je ne commenterai pas quand il a été libéré. Est-ce qu'elle ne fait que défendre son fils, ou est-ce que vous suspectez qu'elle vise un autre objectif plus politique, aidée, et j'allais dire, voire manipulée par des militants? Non, ça, écoutez, moi je ne sais pas, je ne la connais pas. Ce que je sais, c'est que je vois une mère qui a perdu son enfant, et vous savez, dans des conditions, vous les connaissez. Et qui doit ressentir une peine immense, donc, on n'a aucun doute donc moi, honnêtement, je ne sais pas commenter la peine d'une maman qui a perdu son enfant. Et je ne veux pas le commenter. Les rencontres de Saint-Denis, c'est aujourd'hui. Éric Ciotti, Manuel Bompard, Olivier Faure n'y vont pas. Pourtant, ils avaient été invités par le président de la République à discuter, tout le monde autour de la table. Ça va être un flop? Pas du tout. Écoutez, d'autres sont là. D'autres sont là, enfin pas du tout. Moi, je pense que c'est une erreur stratégique, fondamentale, une faute, une vraie faute politique, selon moi. Alors, on parlait des partis de gouvernement, que ce soit Olivier Faure ou que ce soit Éric Ciotti. C'est les mêmes qui viennent vous expliquer qu'il manque de dialogue, qu'on ne les écoute pas assez, qui veulent discuter du référendum, refusent de venir discuter à la table du président de la République aux côtés d'autres partis tout aussi républicains qu'eux. C'est une faute, une vraie faute. Jordan Bardella y va, hein. Ça l'installe comme seul opposant de droite? Non, vous poserez la question à Éric Ciotti. C'est Éric Ciotti qui devrait vous répondre. Je voulais vous parler également du projet de loi sur l'immigration. Il a été très durci par les sénateurs, les Républicains. Il arrive le 11 décembre à l'Assemblée nationale. Vous souhaitez revenir à la version initiale? Moi, non. Avec la régularisation des illégaux de la métier en tension? Je vais vous dire quelque chose. Vos collègues du Point avaient utilisé une formule dans un article, très bon article, qui disait la loi immigration, donc il parlait du texte du ministre de l'Intérieur, de Gérald Darmanin, la loi qui met d'accord tous les Français sauf les partis politiques. Donc moi, ce que j'espère et ce que je voudrais sur ce texte, et c'est normal, d'être à la hauteur de ce que les Français attendent de nous, c'est-à-dire un texte ferme, là où il doit être ferme, donc notamment, allez, on va parler rapidement, juste les 3 axes, si vous le permettez, pouvoir expulser les délinquants étrangers de notre pays. Ça représente 4000 personnes par an. Avec cette loi, même que ce soit l'ancien texte ou le nouveau texte, le permettra. L'autre chose, c'est la simplification sur les recours. Vous savez très bien que nous avons beaucoup trop de recours auprès de la CNDA, donc 12, nous voulons les réduire à
4. Parce que moins vous laissez de temps sur les recours et moins vous laissez les étrangers irréguliers sur le territoire, plus vous aurez des facilités à les expulser. Et l'autre chose, et je le dis par exemple, cet article, personne n'en a parlé. L'article 5 de ce texte de loi permet maintenant, puisque Bercy l'avait autorisé, quelqu'un qui est irrégulier pouvait venir s'inscrire sur une plateforme de livraison, les mêmes qui vous livrent les repas. À partir de ce texte, plus personne ne pourra être inscrit sur une plateforme de livraison sans avoir des papiers réguliers. Sauf que je parle de l'article. Sacha Houlié, le président de la commission des lois, donc à l'Assemblée, dit on va revenir à la version initiale. Non, Sacha Houlié. Donc je ne vois pas comment on va éviter le 49.3. Non, on appelle ça non. Sacha Houlié, c'est le Parlement, c'est le débat des députés. Ouais. C'était au Sénat, ce sont des parlementaires. Moi, le texte, qu'il revienne ou pas, restera ce texte-là. Parce que, encore une fois, sur la régularisation, rappelez-vous ce qu'avaient dit les LR, qu'ils ne voulaient pas entendre parler de ce fameux article 3. Il a été réécrit dans le 4 bis, en permettant donc de régulariser les gens qui travaillent sur notre territoire de manière irrégulière, et c'est toute la dignité de la France, quand même, de permettre à des gens qui sont sur le territoire, qui ne posent pas de problème, qui travaillent, qui font des métiers en tension, comme on dit. Et la réalité, c'est que ça a été réécrit. Donc moi, ce que je vois, c'est que le débat parlementaire va pouvoir amender, enrichir. J'ai été députée pendant 1 an et je sais bien comment tout ça peut se passer. Mais je pense quand même qu'in fine, on aura un texte qui fera non seulement consensus, et je l'espère de tout mon cœur. Parce que c'est encore une fois répondre aux attentes des Français. On ne fait pas des textes de loi pour se faire plaisir. On fait des textes de loi pour répondre à une urgence du moment. C'est l'urgence du moment. Celle-là, c'est l'urgence du moment, puisque tout le monde vous parle de ça. Et regardez ce qui s'est passé. Les attentats d'Arras, je reviens encore sur ce sujet, de pouvoir expulser des étrangers qui ont commis des délits, même s'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans, c'est important. Donc le Parlement va faire son travail, il fera son œuvre. C'était la grande interview de Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État de la citoyenneté et de la ville. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur CNews et sur Europe 1. Merci à vous. Merci Romain Desarts.